Aujourd'hui, la vie commence à être plus que du sport. C'est tout simplement intense, l'intensité. C'est aussi ce qu'on va voir avec la grande Violette Leduc. Ça fait des mois que je veux en parler, mais je n'avais pas eu le temps, le moment, l'énergie, la disposition d'esprit pour évoquer un peu plus en détail, mais on l'avait fait avec Alexandre Ottolin, la parution en hors-série L'Imaginaire Gallimard de Ravage, avec une double préface, deux voix de préface du dispositif Mathilde Forger et Camille Froide-Vométrie. Je suis très très touchée par la préface de Mathilde et notamment par ses lectures avec Laura Vasquez en Maison de la Poésie. Puis il y en a une autre récemment à Marseille, donc je vais mettre ça dans les liens. C'est une édition que l'on doit évidemment à Gallimard, mais à qui on devait aussi, et c'est un des paradoxes de cette édition qui est particulièrement touchante et forte, hein, qui est vraiment qui touche quelque chose de l'ordre du monument. C'est une édition qui est donc augmentée, établissement du texte et notes d'Alexandre Antolin qui était venu sur la chaîne, Anaïs Frantz et Mireille Brioud, sous la direction de Margot Gallimard qui dirige la collection de l'Imaginaire Gallimard. Depuis quelques années, je ne sais pas depuis quand exactement, avec donc les deux préfaces. Donc là, on est sur une parution, je crois que c'est 23 ou c'est 24, je sais même plus, 23 pour le texte, 55. Alors, moi, Violette Leduc, et en fait même globalement toute cette période du roman d'après-guerre, c'est quand même des choses que je connais pas trop, avec lesquelles je suis pas top, mais c'est pas forcément dans mes goûts premiers. On va revenir un peu comme ça, faire de toute façon, ça sera pas la présentation encyclopédique, pour ça, je vous renvoie vers les parutions sur Violette Leduc, je vous renvoie évidemment sur le livre. Alors oui, donc ça c'est un grand format, on le voit avec ma petite main pataude. Et on est sur un ouvrage à 23 €. Si on veut pas mettre autant, ben on n'aura pas tout, ça c'est comme ça. Mais on a aussi pas mal de Ravage, éditions censurées, Thérèse Isabelle, etc. qui se trouvent notamment en folio. Moi j'avais commencé par L'affamé il y a quelques années, j'avoue que ça m'était tombé des mains. Je me souviens que j'avais dit que j'aimais pas trop les phrases courtes, ça c'est vrai que j'ai un petit truc avec Duras qui fonctionne pas. C'est pas non plus du Duras. Alors je connais pas assez bien Duras pour faire de vraies belles comparaisons, mais ça a pas tellement pris au moment de la sortie sur moi, mais de toute façon je vis une année de rush épouvantable. Et, euh, et là, je m'y suis remise notamment dans la perspective du colloque que je co-organise à Bruxelles en juin, hein, dans très bientôt. Donc je lis aussi pour pouvoir écouter et ensuite participer à l'éditorialisation des articles, poser des questions. Enfin voilà, ça fait partie du job. Donc c'était le moment. Voilà. Et là, en fait, ça a été aussi un moment, ça a marché. Donc on est sur un monument. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alexandre l'évoquait rapidement dans la vidéo, c'est l'objet de sa thèse, il me semble que c'est aussi celle d'Anaïs Frantz, que je connais pas encore. Ravage, c'est un livre qui a subi une grande censure éditoriale, c'est-à-dire une censure d'éditeur. La censure stricto sensu, c'est quelque chose d'étatique. Là, en fait, on est sur la censure avant édition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retrait des ventes, mais un caviardage absolument massif en fait du texte, notamment parce que tout Thérèse et Isabelle est tombé et est reparu ensuite, mais avec des formes un peu diverses. Toute la fin est tombée, plein de morceaux au milieu. En fait, globalement, le récit a été délesbianisé ou juste, on va dire, il a été rendu très hétéro. Il a été rendu pudique, peut-être pas, mais quand même beaucoup plus acceptable d'une certaine manière. Est-ce qu'il faut le regretter ou pas? Bah oui, mais est-ce qu'il aurait pu paraître? Honnêtement, je pense pas. Mais là, voilà, moi je suis vraiment pas experte de la période des années 50, je crois que c'est 55. Aujourd'hui, pour la première fois, Thérèse et Isabelle retrouvent Ravage. L'Imaginaire propose une édition hors série annotée et augmentée des passages censurés repérés à l'encre violette. Et l'encre violette, c'est bien celle de écrire à l'encre violette, c'est l'encre lesbienne. Alors pourquoi le violet? Le violet, c'est une couleur féministe et lesbienne. C'est notamment une des couleurs de Sappho pour les fleurs, hein, du, du, du violet. Donc c'est
Ça fait un objet qui est très beau. Et un grand bravo pour l'objet. Alors je vais avoir une légère râlerie sur le fait que ce soit du papier. Ça c'est très... ça se fait de plus en plus les ouvrages sans couverture plastifiée. Lui par exemple il est plastifié. Là je vois que chez Amsterdam c'est plastifié. Divergence, boum, là voilà, j'ai des violets plutôt féministes qui sont en papier. Encore ça a l'air d'être un papier qui fonctionne un peu. Mais enfin on voit bien que Mara a pris l'eau. Lucie c'est ok. C'est déjà fait, là je vois un boom que j'ai pas encore lu, un Marcel Capi tout papier. Moi j'avoue, je suis pas assez soigneuse pour maintenir très longtemps dans le temps des ouvrages papier, et encore il est quand même plus solide que d'autres. Et je l'ai lu essentiellement à domicile, mais je prends pas le métro en ce moment, et c'était un peu lourd pour aller prendre le train, puisque j'étais à Lille en bout de semaine, je serai à Bruxelles bientôt, enfin ça court, ça court, ça court. Ah ben c'est ça la vie européenne, normalement ça sort pour aller voter aux européennes, s'il vous plaît, allez voter, on en a marre. Euh, voilà, alors, d'un point de vue biographique, pour Violette le Duc, donc qui est une figure littéraire que je connais mal, la censure prééditoriale de Ravage a été, est-ce qu'on peut dire un ravage, a été une amputation, on va la lire. Hein. Le début supprimé, la suite n'aura pas de poids, Thérèse manquera de pesanteur, il s'appelait Ravage. Tu es mort, n'est-ce pas? Dis-le-moi à l'oreille. Tu t'appelais Ravage, mon pauvre petit. Ils t'ont séparé de toi-même. Ils t'ont séparé de toi. Je ne guérirai pas de notre amputation. Et ce n'est pas exactement le livre qu'aurait voulu publier Violette le Duc, puisque celui-ci est définitivement perdu, mais ça en est un genre de reconstitution, et une reconstitution qui, comme dans les travaux archéologiques actuels, ne cherche pas à occulter la réparation ou la main de l'archéologue ici, de l'éditrice ou la main éditoriale. C'est pour cela que la couleur violette, là, on va essayer de montrer une... Elle est aussi forte, et avec, voilà, donc les moments... Ah, ça a un nom, ça. En édition et en bibliophilie. Voilà, je vais même pas trop regarder les documents finaux pour le moment. Avec, ah ben voilà, avec Violette le Duc, qui est si touchante, et c'est parce qu'il y a quelque chose de profondément documentaire et qui est encore autre chose chez Violette le Duc. Ouais, boum, le violet. L'encre violette qui renverse un peu les ciseaux. Alors là, je trouve ça vraiment très touchant. Bon, je suis par exemple là, ici, sur la page 414, je l'ai ouverte un peu au hasard, mais je cherchais un moment où on va bien voir, en fait, les alternances de noir et de... Ouais, je vais faire un peu de jardinage, j'ai pas les ongles propres. J'ai rempoté. De noir et de violet, qui montre en fait voilà, ce qui a été caviardé et ce qui est ramené, mais il y a, donc ça voilà, je vous renvoie notamment à la thèse d'Alexandre, il y a eu voilà, une reconstitution à partir de caviardage et de différents manuscrits retrouvés, conservés, notamment à l'IMEX, ce qu'on appelle les Casimone de Beauvoir, etc. Donc là, tout ce qui est de l'ordre de la génétique textuelle, ça va vraiment pas être mon fort, parce que je vais forcément dire des conneries, donc on va essayer de rester, nous, uniquement du côté du texte et de l'effet qu'il fait, en sachant que, voilà, moi, pour le dire franchement, il y a eu... La famille n'était pas du tout passée, mais il y a 5-10 ans, mais j'avais essayé vite fait comme ça, et ça, voilà, ça. Puis moi, quand ça prend pas, j'insiste pas, ou plus, ou rarement. Et là, ça n'a pas pris à la sortie, mais le format du livre m'avait pas aidé. Alors, ça paraît idiot, mais là, ouais, je veux dire, j'ai un rythme de lecture assez intensif, mais aussi parce que j'écoute vraiment très très fort les moments où j'arrive pas. Et très concrètement, avant de dormir, je suis sur Twitter, ce qui est une très mauvaise habitude, mais enfin, elle est ce qu'elle est, elle est là. Et donc, c'est-à-dire, moi, il faut que je me préserve des moments en journée, comme je prends peu le métro ces temps-ci, etc. Donc, c'est. Voilà. Et puis, il y a des moments, voilà. Et en fait, pour moi, tout ravage a été une alternance de j'y arrive pas et ça fonce. Et là, globalement, ça a quand même très très bien foncé, ça a été très efficace, et c'est hyper prenant, ça m'a beaucoup plu. Là, sur ces derniers jours de lecture de Ravage, je pourrais dire que globalement, j'ai adoré le début, mais sans surprise, et je vais en lire des morceaux. En fait, j'ai adoré les scènes coupées. Je me suis quand même... ce que j'ai le moins aimé, c'est les moments où Thérèse, hein, donc la narratrice,
et dans les attentes amoureuses et n'arrive pas à rompre. Voilà, tout ce qu'on peut appeler le côté drama queen, mais que moi je ramène vraiment aussi beaucoup du côté des fragments d'un discours amoureux de Barthes. Alors évidemment, il me semble que c'est bien ultérieur, mais toute cette espèce de passivité amoureuse, c'est pas forcément les moments que j'ai le plus aimé, mais là je pense que c'est aussi des questions, on va dire, autobiographiques personnelles. Euh, j'ai un peu envie de dire, bon, ça va, remets-toi. Mais là, je sais que je passe à côté de quelque chose et que c'est éminemment personnel. On est sur du grand roman amoureux. Et ça, c'est extrêmement fort pour ça. Et en même temps, ce que j'ai trouvé sidérant, c'est les images, la brutalité, l'intensité, désir slash écriture. Il n'y a pas de... Voilà. On est dedans. Et ce dedans, il a des moments où il est même gênant. Si on est pudique, par exemple. Parce que la pudeur, c'est quand même pas trop le fort, ni de Thérèse, ni de Violette, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme ça qui passe pas ou qui avance ou qui fonce en permanence, qui est profondément frontal et qui en même temps peut être profondément métaphorique. Mais c'est-à-dire qu'alors que la métaphore est souvent quelque chose d'euphémistique, qui va faire un euphémisme, qui va permettre d'atténuer, il me semble, avec énormément de prudence puisque je n'en suis pas spécialiste, mais comme ça en lisant, il me semble que la métaphore chez le duc, elle va confronter de temps. Et elle va atteindre une sensorialité. Et alors cette espèce de confrontation ou de face à face dans le texte, c'est pour moi particulièrement frappant. Donc bon, on va dire en gros du côté du désir, de l'intensité amoureuse, intensité relationnelle, on va dire plus largement, intensité d'existence, intensité qui semble tout entière émotionnelle, en fait. Et Et c'est là où, par exemple, le fait d'avoir Thérèse et Isabelle au début, en faire un point de départ, est profondément intéressant. Je propose d'en lire un peu. Évidemment, je ne vais pas lire tout Thérèse et Isabelle parce que c'est trop long. Comme ça, hop, on a un peu le début. Et après, on va rentrer dans le divulgachage, je n'ose dire l'effeuillage, le plus littéral, parce que de toute façon, on n'a même pas besoin de beaucoup effeuiller pour à peu près tout avoir. Préambule. Ah oui, alors nous on a une dédicace qui est superbe, voilà, elle est après le préambule. Donc ça c'est en violet, hein, c'est ça. Le bruit de la plaque de tôle devant la cheminée m'avait éveillé. Donc ça on est dans les cahiers Guérin, parce qu'en fait elle a donné ses cahiers, quoi. Une chose remuée par le vent imitait une révolte. S'éveiller, s'arracher dans l'inconnu, être lancé en météore pour reconnaître sa peau, son usure, son carcan. Reconnaître le mur, l'objet, le double rideau. Le jour est filtré, puisque nous devons parachever cette résurrection de nous-mêmes. S'éveiller. Se dégager d'un bloc de brouillard, être un minéral à transfigurer, faire d'un embryon une personne. Achever. Le faire dans l'instantané. Recommencer chaque matin le début de la Genèse, se replacer dans le monde, il y a tant de matins à redevenir un homme et son train. S'éveiller. Retrouver ses esprits dans une boule de ronces noires. Je m'éveillais dans l'obscurité, dans la tourmente. Le bousculeur d'espace, les grandes ouvertures de l'élément déchaîné, forcèrent ma lucidité. Si présent, que je ne pouvais pas imaginer ma ville non secouée par le vent. L'époque de la rafale était commencée. J'étais une retardataire. La nature qui s'exaltait pendant que je dormais m'avait frustrée. Ce qui est insolite est un noyau de temps dans le temps ordinaire. Le bruit des tuiles qui tombaient des toits me donna la notion de 3 heures du matin. Il y avait communication entre cet écrasement et la première faiblesse de la nuit. J'en trouvais mes lèvres pour qu'ils s'introduisent en moi, le vent et sa vitesse. Je suis l'allié de ce carnage dans l'air. Quand le souffle empanaché cessait, je me raidissais dans mon lit pour qu'il revienne. Il revenait. Ce violeur d'espace dévoilait les plaines, perçait des trouées. Il revenait avec des troupeaux de cavales traversant les arbres, fustigeant les nuages avec ses furies sifflant dans les dormants des portes, avec ses spectres appelant dans les cheminées, avec sa fantasia soulevée de terre, avec ses clapotis dans les volets, avec ses cruautés dans les chênes, avec ses gigues sur les mers. Il faisait frissonner les eaux, les monts, les terres. À perte de vue, ce chambardement était une ondulation frivole. Il intervertissait mes sens, mes oreilles voyaient.
J'entendais la souplesse des lianes et celle des éclairs. Ma porte hoquetait, la plaque de tôle martelait les poussées. Les arrêts valaient des spasmes. Pendant que la rafale s'évanouissait, je voyais dans le noir le soleil noir de la sérénité. Quand il avait propagé dans les arbres la transe, la supplication, l'échevellement, la révérence des branches, il trahissait le calvaire des arbres en s'en allant. Les feuillages qui se remettaient, babillaient. Il revenait avec sa hargne, sa passion. Les feuillages qui se remettaient babillaient, ah non, ça je l'ai dit, pardon. Il fonçait sur les arbres en leur faisant jouer la pantomime d'un plus grand désespoir. Quand il n'était qu'une bouffée de rage, je les prenais pour qu'ils rugissent jusque dans les gouffres du Tarn. Je lui offrais le terrain vague de la Sibérie sur mon atlas de poche. Son sifflement partait jusqu'à la pointe du Raz. Il attaquait et se calmait avec la même soudaineté. Il hurlait, il assommait, il persiflait, il pleurait, il fraudait. Il comblait, il décoiffait les cimes, il abattait les champs de blé, il secouait les greniers interloqués. Une fourche plantée, tombait et se reposait. Dans l'arbre qu'il ne brisait pas, le tumulte se répercutait. Qu'il se dresse avec la cohorte des chevaux emballés. Je l'ai excité. J'ai dirigé sur lui les bombix d'Australie. Ils sont venus avec le sinistre de leur hennissement. Le vent et les chevaux sont partis ensemble. Puis il s'est échappé sans eux. Il a détroussé les steppes, il a chevauché jusqu'en Asie. Tout à coup, il n'a pas craché plus loin qu'un chat. Je me levai, j'ouvris ma fenêtre, je m'offrais à lui comme on offre sa poitrine au peloton d'exécution. Je n'ai pas reçu l'armée obstinée en pleine poitrine parce que je n'étais pas dans le sens du vent. Je désirais être sculpté par lui, être caressé de froideur. Je désirais le souffle de l'aventurier sur mes paupières. Il passait devant ma fenêtre ouverte. Les façades des maisons de 3 heures du matin avaient des méplats qui annonçaient que l'aube venait avec son cortège de lenteur, de lueur et son œil rosé écarquillé. Il tournait en dément sur la place publique. Un chiffon de papier dans le vent est un martyr indécis. Il va dans le ruisseau, il n'y va pas. Il va dans l'égout, il n'y va pas. Un chiffon de papier est enjolé, roulé, repris, délaissé. Après le départ du vent, on entendait un tintement d'argenterie dans le feuillage d'un jardin privé. J'ai attendu de lui d'autres folies. J'avais plus soif d'espace que lui. Il avait été anéanti. Debout devant la fenêtre ouverte, témoin de la docilité d'une ville éventée qui revenait à elle-même, j'ai décidé de passer ma prochaine nuit au collège, ce qui avançait ma rentrée de Pâques d'une soirée. Le vent m'avait poussé hors du toit familial. Ma mémoire s'aérait. Ce parasite du présent immobilise ma vie et stérilise mon avenir. J'ai beau comprendre les façades olympiennes des maisons de 3 heures du matin, j'ai beau surveiller les façades des théâtres, avec des tragédies enfouies dans les pierres, j'ai beau attendre le renouvellement de clarté sur les murs, j'ai beau pressentir l'étonnement et la progression dans l'aurore qui va venir, j'ai beau fixer les édifices méditatifs, un souvenir a besoin d'éclore. Maison de 3 heures du matin, vous vous suffisiez et j'étais seule. Hors bord de la nuit et du sommeil, briques, mortiers assemblés, mirage de la profondeur. Ça va commencer. Et on a ensuite à Simone de Beauvoir, en noir et en violet, que j'aimerais toujours, qui vivra dans mon dernier souffle. Et ça, c'est... Ici, je pense que plus que l'autrice du deuxième sexe, c'est vraiment l'autrice et la femme. Hein, l'égide littéraire. Et c'est Simone, en fait, qui ouvre ainsi le récit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'un tel préambule ? Il est évidemment programmatique, prospectif, en même temps que rétrospectif. Il va lier à peu près tout ce qui va se passer. Et il est bien sûr un déroulement aussi bien littéraire, esthétique qu'existentiel. Il s'agit ici d'une analepse
qui va focaliser sur un moment qui précède l'arrivée au collège, symboliquement placé, est-ce vrai ou pas, on va garder le symbole, et la force et l'intensité au moment de Pâques, et qui va parler aussi d'une résurrection de soi-même. Évidemment, pour Pâques, la religiosité, ici, les symboles religieux vont être réinvestis, mais dans un sens 100% laïque et qui va, alors 100% laïque, c'est-à-dire qui va amener vers quelque chose de l'ordre de l'idole adorée, mais qui est finalement, toute la spiritualité, elle est celle du vent, en fait. Bien avant Damasio et l'ordre du contrevent, évidemment. C'est-à-dire que ce vent, il est climatique, météorologique, il est réel, hein, il est là, il y a vraiment du vent, et en même temps, il va devenir existentiel, symbolique et sensoriel. C'est-à-dire que la sensorialité de ce réveil au milieu de la nuit, elle est en elle-même un programme, et un programme qui va se passer déjà, parce qu'ici on est dans un préambule, on n'est pas encore dans le point de départ, on est dans le juste avant, mais ce juste avant, il va annoncer ce détachement par ce moment nocturne, pratiquement païen, avec une forme de spiritualité animiste dans les choses, et cet animisme, il va passer par quelque chose de très lié aux figures des hypalages, aux figures des renversements, mais en fait il ne s'agit pas ici d'écriture, il s'agit d'abord de la sensorialité intense, des émotions intenses, de la narratrice. Une chose remuée par le vent imitait une révolte, et on comprend que cette révolte du climat, elle se prépare aussi, et elle va se dire, en fait, sous le sceau de l'émancipation familiale, par le dégagement de la famille, dégagement par l'arrivée au collège, et on va dire par le fait de nouer de nouveaux liens, par la découverte très claire de la découverte de l'érotisme. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une résurrection quotidienne, d'une espèce de proclamation théiste, autonome, on dirait du yoga. Voilà, chaque matin est une résurrection, les matins triomphants de la légende des siècles, d'une certaine façon, même si là, il y a en plus il y a le même érotisme, mais je dirais plus blagueur hein, chez Hugo. Là, quelque chose d'un peu sérieux, qui va entrer, qui va donner un ordre du monde, se dégager d'un bloc de brouillard, hop, le météo, être un minéral à transfigurer, hop, l'air minéral, faire d'un embryon une personne achevée, le faire dans l'instantané. Donc on a quelque chose qui va être de l'ordre de la transmutation, de la transfiguration, de la métamorphose, du développement, et qui en fait se situe à une conjonction entre les différents règnes, végétaux, animaux, minéraux. Finalement, c'est le fait que ce soit le minéral hein, qui soit mentionné, ou l'environnement météo, en fait vraiment le temps qu'il fait. Qui va permettre de condenser, avec cette chose très étrange, il y a tant de matins à redevenir un homme et son train, c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, moi ce qui m'a beaucoup plu, mais aussi surprise, c'est que finalement, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de marque du genre. Non pas qu'il n'y ait pas de genre, non pas qu'il n'y ait pas de figuration anatomique, sociale, etc., de monsieur, madame, de sein, etc., de sperme, enfin voilà. Tout ça est évidemment évoqué, mais ce n'est pas évoqué d'une façon qui est genrée. Et ça va donner l'impression de quelque chose, alors, de très naturel, pas du tout dans le sens 17e, mais c'est ça aussi qui va donner une impression et d'intensité et de confrontation, voire de brutalité par moment, parce que ce n'est pas une question. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à l'art de la joie de Goliarda Sapienza, sauf que en plus, on n'a pas forcément l'impression que le personnage, qui est quand même plutôt abandonnique, en termes de psycho de comptoir, et qui peut avoir voilà, donc ses faiblesses, cette intensité amoureuse par moment, j'ai pas l'impression de la force du personnage de Goliarda dans l'art de la joie. Je crois, Modesta, mais j'ai vraiment pas, en revanche, la même impression d'intensité.
Et cette intensité, donc elle va se dire ici par ces figures d'hypalage, par ces espèces d'éclatement, même pas de la psyché, c'est comme s'il n'y avait pas de psyché, comme si tout était là tout de suite. Voilà. Et donc là, on a l'entrée dans le souvenir juste avant, qui va permettre une entrée dans le récit, dans un récit qui va être une émancipation parce qu'il va symboliquement amener par l'arrivée au collège à quitter la famille, et en particulier la mère, ça, voilà, tout ça c'est dit, et qui dans le même temps est placé sous le sceau de cette intensité qui conjugue les différents règnes, qui conjugue les éléments, qui conjugue la nature, qui va aussi amener une espèce de communication façon correspondance à la Baudelaire. Le bruit des tuiles qui tombaient des toits me donna la notion de 3 heures du matin. Ça, c'est très Proust aussi, c'est vraiment l'inverse. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure et de maman qui vient au lit. Là, c'est je me réveille au milieu de la nuit et je couche métaphoriquement avec le vent qui va me modeler et auquel je vais m'offrir en entier et dont je veux encore plus. Le vent en attendant autre. Et en ça, il va être programmatique. Hein, et il va littéralement emporter. Euh, Correspondances qui vont arriver jusqu'aux synesthésies, très baudelairienne aussi. Boum, page suivante. Il intervertissait mes sens. Et c'est pas étonnant que je fasse le lapsus inverti, qui est une des façons de désigner l'homosexualité. Mes oreilles voyaient, j'entendais la souplesse, ma porte hoquetée, etc. Donc tout va s'animer, on le voit, donc, comme je le note souvent, hein, par qu'est-ce qui est en place sujet. Et avec voilà, ces espèces de métaphores, mais finalement, ici, l'interversion des sens qui est annoncée, elle va donner un autre statut aux métaphores, qui est celui d'une tension ontologique. On se rappelle de Paul Ricoeur et de la métaphore vive, puisque j'en parle, on s'en rappelle, j'en parle toutes les semaines. Mais cette tension ontologique ici, elle n'est pas celle de la foi, elle est celle de la sensation intense, extrême. Et qui ne peut se dire que par un langage qui va lui-même être mis sous une même forme de tension, donc l'interversion des sens par la métaphore, à prendre dans son sens le plus fort et le plus littéral. Et qui va permettre voilà, cette espèce de moment qui pourrait être écoféministe, mais que moi je ne le vois pas du tout comme ça, voilà, de confrontation au vent. Et je dirais qu'il y a quelque chose de profondément programmatique dans cette image. Évidemment, ça va annoncer la sensorialité, évidemment, ça annonce voilà, tout ce que je viens de dire, mais ça va annoncer aussi l'espèce d'abandon, j'ai envie de dire d'abandonnement, parce que là, on est presque spirituel en reprenant le terme abandonnement, qui est du vocabulaire théologique, non pas à Dieu, mais au sens. C'est proche d'un bateau ivre hein, à ce niveau-là. Le vent m'avait poussé hors du toit familial, ma mémoire s'aérait. Et donc on a quelque chose de l'ordre d'un effacement du passé, d'un départ. Et donc le point de départ, ce n'est pas le préambule, qui lui est plus une programmation onto-esthétique, existentialo-esthétique, esthético-existentialiste, alors on va dire existentialiste avec Beauvoir, mais le vrai point de départ, il est dans l'arrivée au collège. Et donc c'est là déjà qu'on va avoir une forme d'émancipation, mais cette émancipation, elle est présente, elle réapparaît régulièrement, elle forme un genre de fil, mais elle n'est pas finalement tellement thématisée, elle est directement vécue. Et c'est ça aussi qui est très confrontant et qui fait qu'il n'y a même pas besoin d'exploser des barrières de la pudeur, etc. C'est comme si ces barrières n'existaient pas. Et ça, c'est très fort. J'ai beau pressentir l'étonnement et la progression dans l'aurore qui va venir, j'ai beau, etc. Et j'étais seule. Et donc on est vraiment sur une espèce de parcours. On peut lire Ravage, attention divulgachage, on peut lire Ravage comme un roman de formation qui va de soi à soi, mais qui se fait dans une profonde solitude et beaucoup de cul. Et donc beaucoup de relations dans tous les sens du terme. Et ça, c'est quelque chose dont il se trouve que le personnage principal est féminin. Ça n'est pas thématisé en tant que féminin, mais on a quand même le discours de la mère, qui est une espèce de doxa, mais qui est là sans être là. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument très fort. Alors,
en sociologie, il y a vraiment toute une espèce d'étude du devenir victime et de la carrière de victime. Quand on dit ça, ça veut pas dire que c'est cool d'être victime, hein, ça veut dire carrière, ça veut dire qu'il y a des cheminements, des étapes, des choses comme ça qui vont se passer. Et on sait, dans les grandes lignes, que par exemple, le fait de parler de victime, d'émancipation, de droit, de poser des choses, le nom du trauma, etc., fait que des gens réalisent des choses que Yale n'aurait pas forcément réalisées. Ce qui ne veut pas dire ni que c'est bien ni que c'est mal. Ça, c'est la sociologie, elle est là pour constater et comprendre les fonctionnements des choses. Et ce qui se passe ainsi, c'est donc aussi qu'évidemment, on se modèle face à ce qu'on entend, que ça va avoir un effet réel sur nous. Ce qui est extraordinaire dans Ravage, c'est que ça n'existe pas. Ça est, simplement. Et là, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve très fort, par exemple, quand je vais voir des films des années... mais aussi 50, mais j'allais dire 70, ou avec mon amie Jeanne, avec laquelle on avait discuté de La maman et la putain de Jean Eustache. Ce qui pour moi est proprement sidérant, c'est ça. Voilà, moi je veux dire, je sais que je suis quelqu'un qui est très consciente de ces aspects-là, et ça explique mes sujets de recherche, et là, voilà, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme programme ? Eh bien, si on en a besoin, l'annonce que ça n'est pas là, mais en fait, on n'a même pas besoin de l'annoncer, ça n'est pas là, et donc, il se trouve que moi, je le constate, mais d'autres ne le constateront pas. Quelque chose d'extrêmement sensoriel, mais voilà, la sensorialité qui va avoir quelque chose d'ontologique et qui débute sous le sceau du départ et de la solitude. Vous vous suffisiez et j'étais seule. Et il y a même déjà une recherche dans le vent de quelque chose se passant, d'une fusion qui n'advient pas et qui en même temps va arriver et qui en même temps donne déjà quelque chose. Donc on a ensuite la première partie tout en violet. Nos professeurs fument dans la bibliothèque avant la rentrée de 1h30 et nous nous demandons souvent quels sont ceux qui fument et ceux qui ne fument pas. Mademoiselle Godefroy est étourdie. C'est charmant, dit d'elle Loïs, qui parle comme elle parle dans ses rédactions. Tu n'emploies pas le mot qu'il faut, a dit Lucienne à Loïs. Elle n'est pas charmante, elle est attachante, a expliqué Lucienne qui étudie 2 classes au-dessus de nous. Vous n'y êtes pas, a tranché René, qui étudie 3 classes au-dessus de nous. Charmer, c'est attacher. Mademoiselle Godefroy charme. C'est QFD, a conclu René, qui s'est éloigné. J'écoute haletante les discussions passionnées et savantes qu'aspire un professeur agrégé qui enseignait dans la capitale. J'écoute, je me tais, j'enregistre, je n'ai pas d'avis. Si j'en avais un, je ne le confierais pas puisque j'ai eu mon certificat à 14 ans et que je suis en première secondaire à 15 ans. Je m'efface. Je regrette mon patois, mes 7 ans de vagabondage sans école. Je regrette le goulot des fontaines que j'étouffais avec ma main quand j'arrosais le quartier. Je regrette mon carrelage quand les bonnes lavent celui du parloir. Alors on va déjà dire très rapidement, moi c'est un début qui me rappelle complètement l'Opoponax, qui évidemment est postérieur, on est en 62 ou 4 pour l'Opoponax. C'est impossible que Wittig n'ait pas lu ça. Hein. Voilà, sur l'espèce de groupe comme ça de jeunes filles qui va ouvrir sur une conversation et avec en même temps l'effacement de Thérèse, qui n'est pas encore nommée là, dans cette conversation. Et donc elle arrive directement par un jeu, et un jeu qui est en décalage par rapport à ce groupe, boum. Là on a toute une analepse, le vagabondage, il y a quelque chose de l'ordre du plus ou moins transfuge de classe, enfin elle n'est pas là quoi. Elle n'en fait pas partie, je regrette. Voilà. Et maintenant, j'ai 2 vies. Une derrière moi, une contre moi. Et là, on voit bien le point de départ. La vie d'enfant des rues, la vie de collégienne. Je volais des choux rouges aux charrettes des maraîchers de Curpis. J'en faisais rouler 5, 6, 7, même 8 sur la chaussée. Pour maman, pour elle, je nourrissais le quartier. Je me demande pourquoi je ne peux pas avaler le chou qui nous est servi au réfectoire. C'est impossible, je ne peux pas. Les choux rouges que j'avais fait tomber, je les reprenais au ruisseau. Je les emportais un par un dans mon tablier, je les versais un par un sur le carrelage de notre cuisine. Nous serons prises, disait maman. De qui cet enfant peut-elle tenir ? Disait-elle en plus avec satisfaction. Je les prévenais, et elles s'amenaient dans notre cuisine avec des paniers à couvercle. Je ne faisais rien pendant que maman distribuait mon butin. J'étais quelqu'un quand je vivais dans les rues.
Mon but ici, ce sont les cours avec mademoiselle Godefroy. Je ne vois pas tout à fait clair comme les autres. Et donc là, effectivement, on a quelque chose qui va être très myope, très... J'exagérais lorsque je lui ai dit que je ne voyais presque pas son écriture au tableau. Je suis venue au premier rang et je n'y suis venue que pour elle. Je me vois presque dans les vers de ses lorgnons. Mademoiselle Godefroy, qui est étourdie, oublie tous les jours un objet dans la bibliothèque des professeurs. Je ne me suis pas encore sentie un porteur sacré avec l'objet que je lui rapporterai. J'ai confiance. Mon tour viendra. Elle m'estime depuis hier. J'ai gagné son estime comme j'ai gagné ma place au premier rang. J'ai triché 2 fois pour qu'elle me remarque, pour conserver son attention, pour attirer cette attention 2 fois. Nous avions une dictée, midi, roi des étés, à corriger nous-mêmes. J'ai copié sur le vieux livre de classe du mari de maman. J'ai eu la meilleure note. Mademoiselle Godefroy m'a considérée. Elle enlève ses lorgnons quand elle considère. Elle est plus brillante avec ses lorgnons, mais je la préfère quand elle les quitte. Je voulais briller par une dictée, mais je suis triste. J'ai besoin de consoler son visage comme j'ai besoin de voler le lilas derrière un mur. Mademoiselle Godefroy nous donne 2 visages d'elle-même. Je le réapprends quand elle les enlève pour nous regarder. Quand elle les enlève pour regarder avec tendresse. Ses lorgnons sont les lustres de son visage. Mais quand elle les dégrafe et que son bras, sa main retombe large sur le pupitre, je me tuerai pour elle. J'entrerai dans la mer en marchant droit. J'ai copié sur un livre, lui ai-je dit le lendemain. Je ne voulais voir que mon effet de fausse honnêteté sur son visage. Elle nous appelle Mademoiselle une telle. Elle est froide. Elle nous reprend parce que, dans notre région, nous parlons toujours mal. Elle s'amuse sans méchanceté de notre accent. Mon tour est arrivé. Je serai son porteur. Donc là, je vais juste sauter un petit passage. Je mourrais de honte si je leur avouais qu'il ne fait pas rire du tout, leur Molière. Il m'ennuie et je le trouve méchant, choquant. Oui, il me choque. Je suis un monstre puisqu'il ne me fait pas rire. Je ne ris bien qu'avec maman. Maman qui a vu à travers la vitrine. C'est possible, tout est possible. Janine dans ce manteau écossais, avec ce breton. C'est possible, puisque le magasin du mari de maman est sur le chemin de Janine 4 fois par jour. Elle le sera, dit une élève du collège de ma fille. Oui, une élève du collège de ta fille, mais une externe, une externe. Mais moi, demi-pensionnaire, je ne te demande que cela, demi-pensionnaire. Si tu savais comme nous sommes au-dessous des externes. Leurs manteaux, leurs chapeaux pendus dans les couloirs, c'est tellement supérieur à nous. Je mettais 10 minutes sans me presser quand je revenais du champ de Marly avec notre herbe pour nos lapins, sans me presser. Ce n'est pas ton magasin, ce n'est pas notre magasin, c'est votre magasin, etc. Et donc là, moi, je voulais... Le vent de la révolte, a écrit Patrimonio dans son devoir d'histoire, c'est une Algérienne. Essayez de faire celle avec les mots. La classe se pâmait. Il n'y a pas de quoi, ce n'est qu'un cliché. Qui était juste avant. Je ne veux pas être méprisante. Je ne veux pas dire celle-là. Je veux me tenir droite à l'intérieur de moi-même, etc. Donc là, on va revenir sur le parfum des cigarettes. Donc là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter là, comme ça, immédiatement? L'arrivée au collège, et en fait, ce qui était un point de départ et qui aurait pu être un oubli, n'est pas un oubli, mais qui va être une espèce de conjonction impossible entre la vie passée et la vie de collégienne. Le maman, le statut, etc., qui va basculer. C'est ça, vous l'avez compris avec le préambule, mais ça va encore s'annoncer. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a cette espèce de cliché, même de cliché un peu porno, des collégiennes, de la sensualité des collégiennes, du transfert sur le professeur, quand on pense à Beauvoir. Bon, tout ça est évidemment, comme on dit, teinté d'érotisme, c'est-à-dire on sent bien une espèce d'intensité, voire une mise en tension avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Et comment cette intensité elle est montrée, on l'a dit par les métaphores, mais en fait, moi, il me semble que le duc est aussi la reine de la parataxe, c'est-à-dire du fait de juxtaposer. Alors, voilà, moi, j'avais pu dire, j'aime pas trop les phrases courtes, et on a moins de phrases nominales, me semble-t-il, que chez Duras, on en a quelques-unes. Mais voilà, hop, on a beaucoup de phrases comme ça, sans lien logique, sans même, par exemple, d'indication temporelle du style ensuite, après, etc., qui ferait lien. Et en fait, c'est comme si tous les liens étaient coupés. Et ça, c'est quelque chose que j'avais
chez le Critérium a sorti Myriam Samir-2, marque tapage, au violet et vert. C'est splendide hein, en tant qu'objet. Cette espèce de parataxe, alors qu'est-ce que ça fait quand on va couper les liens? Je fais vraiment une espèce de décrochage. Je me souviens quand on avait vu à Agen, lors d'une projection Lynch, les scènes coupées de Blue Velvet, après avoir vu Blue Velvet. Et c'était très frappant parce qu'il y avait toute une intrigue qui avait sauté. Et en même temps, ce qui sautait, c'était les liens qui permettaient d'avoir la succession, la logique narrative, la logique de l'histoire qui se raconte. Et ça, c'est vraiment l'impression que me donne le Ravage. Les liens ont sauté. En fait, et c'est ça qui va donner aussi cette impression confrontante. On n'est pas dans le flux de pensée, mais on a quelque chose, plus du flux émotionnel et sensoriel. Mais ça va aller du côté de cette expression d'un haut degré, hein, cette espèce de... Bah ça va vite en fait. Ça donne une impression de vitesse, de CHC, tout arrive, tout est en même temps. Parce que, alors que un récit c'est une succession, hein, parce qu'on va lire de gauche à droite, on ne lit pas tout en même temps. Sinon on n'arrive pas à lire, on a les yeux qui coupent. Mais voilà, il y a ça qui va se jouer. Et ça se voit parce qu'on va avoir en plus ces figures qu'on appelle du coq à l'âne. On passe de quelque chose, hop, et ça revient. Et donc ça, voilà, ça c'est un peu mimétique du stream of consciousness, du flux de conscience. Mais ça va être plus précisément, ça va amener cette espèce d'impression d'intensité, de débordement dans les émotions. De tout, et en même temps, on a là une distribution des informations qui est très claire, on sait qui est qui, ce qui se passe, et on a après la scène magnifique, évidemment, splendide, du sac. Elle est belle, la voix des professeurs, elle est belle à travers les portes, parce que je me suis reculée. Je suis dans le collège et je n'y suis plus. Je ne suis plus une élève, je porte le sac de mademoiselle Godefroy. Je suis détachée des autres. On travaille dans toutes les classes du collège. C'est bon de sentir le travail des autres. C'est bon de voir le jardinier tout seul dans la cour d'honneur. C'est bon de regarder un vieux jardinier. C'est du propre. Ouvrir un sac. J'ai ouvert son sac à main. Je me rapproche d'elle pendant que je touche le fermoir et que je tourne les boules de nacre. J'ai honte quand je le referme. Son fermoir est bruyant. Ce n'est pas tout à fait un claquement de lèvres, mais c'est presque cela. On voit les images qui viennent, hein. Donc là, on est dans une espèce de comparaison. Et donc, évidemment, que le comparant soit le claquement de lèvres, que je suis mal faire, va amener cet érotisme. Je suis moins mal élevée que l'objet. Je la trouverai, Cassiopée, je la trouverai pour vous, mademoiselle Godefroy. Je me rapproche d'elle, j'en frissonne. Il lance des madriers en ville, etc., etc. Cela finira par un scandale, je ne peux pas me retenir. Il faut que je mette encore ma main dans le sac de mademoiselle Godefroy. Au fond, tout au fond, le plus au fond possible. C'est affreux ce que je fais. Affreux, affreux, affreux. J'ai envie de pleurer. Ce n'est pas pour voler, ce n'est pas par curiosité, c'est comme si nous nous promenions ensemble. J'aurais mis ma main au fond, tout au fond de la poche de sa jaquette. Je marcherai à côté d'elle, je ne serai pas une élève. Je serai son amie. Ma main n'est pas gantée, pourtant je la dégante en sortant du sac de mademoiselle Godefroy. Ma mère dit que les nids sont des ventres, j'ai mis ma main dans un ventre. Le sac à main de mademoiselle Godefroy est un nid. Il ne tombera donc jamais le madrier suivant, il ne fume pas la terre. Il saupoudre comme grand-mère saupoudrait ses tartes, ils ne lanceront pas un autre madrier, je n'ai pas fouillé, j'ai touché son mouchoir. Je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien fait de mal. Voilà. Donc là, voilà. Et évidemment que le geste d'entrer dans le sac est profondément érotique. La main se Don Juan, nous dit Benjamin, dans Enfance berlinoise entre autres, mais cette espèce de mouvement d'entrer dans le sac, il est aussi un mouvement qui est comparé directement à celui d'un ventre. Donc si l'érotisme n'était pas clair, il se précise quand même sacrément, mais il n'est pas complètement dit. On a le désir relationnel, le désir de présence, de coprésence, d'amitié, de lien, de détachement, d'être
singularisé, avec une forme d'érotisation. Alors ça, moi j'ai envie de dire, c'est aussi ce qui explique l'abandonnisme total du personnage de Thérèse. Et donc on se retrouve ensuite un peu plus tard avec Isabelle. Voilà, hop, on va aller un peu plus loin. Alors, moi j'ai relevé plein de passages, et en plus je suis sûre que là il y avait des choses que je voulais dire, et j'ai voulu avoir de l'ordre, et je suis certain que je les aurais oubliées. Ah oui, ça c'est très beau. Je ne retrouvais ni mon souffle ni mes habitudes. Je suis page 51, elle retrouvait son lit, son creux. Je la voulais immobile pendant que je quitterais mon lit, mon creux. Isabelle m'avait vue dans les draps jusqu'au cou. Elle ignorait que je portais une chemise de nuit spéciale, une chemise de nuit à nid d'abeille. Le fameux nid. Je croyais que la personnalité arrivait du dehors, dans des vêtements différents de ceux des autres. Ma visiteuse aurait chiffonné ma lingerie sans la toucher. La chemise de nuit en mousseline de soie glissa sur mes hanches avec la douceur d'une toile d'araignée. Toujours une confusion dans les règnes qui va être profondément organique et corporelle. Je me vêtis de ma chemise de pensionnaire, je quittai mon box avec mes poignets serrés dans les poignets du trousseau réglementaire. La surveillante dormait, j'hésitais devant le rideau de percale, j'entrai. Venez, il y a de la place. Je cherchais, hop, je suis page 53, une place froide sur l'oreiller, comme si c'était là que le lit ne gémirait pas. Je trouvai un oreiller de cheveux blonds. Isabelle me ramena sur elle. Nous nous serrions encore, nous désirions nous faire engloutir. Nous nous étions dépouillés de notre famille, du monde, du temps, de la clarté. Je voulais que, serrée sur mon cœur béant, Isabelle y rentrât. L'amour est une invention épuisante. Isabelle, Thérèse, disais-je en pensée, pour m'habituer à la simplicité magique des deux prénoms. Et là, il y a quelque chose qui est extrêmement beau qui se dessine, c'est-à-dire comment, du miracle de la langue, arrive la sensorialité. Comment, finalement, le corps dépasse la pensée. Et là, on le voit notamment, donc bon, on a cette espèce de détachement total qui s'y dit, qui va marquer une espèce d'intensité, qui est aussi une émancipation par le désir. Le désir évidemment émancipe. Alors moi je trouve que cette émancipation elle est partielle dans le roman. Et évidemment on a voilà, quelque chose de pas complètement résolu à ce niveau-là, mais qui se construit entre soi, et donc en passant par ces relations. Et voilà, je voulais que serrée sur mon cœur béant, Isabelle y rentra, boum, métaphore, qu'on va sentir comme concrète par l'attirance corporelle et qui est aussi emblématique de ce qui sera dit du rapport amoureux, érotique, rapport sexuel en fait. Alors je sais pas, est-ce qu'on a... Ouais. Son prénom, ma dévotion. Voilà, là c'est de la phrase nominale, c'est efficace, hein. C'est quand même de la belle phrase d'agenda. Voilà. Qu'est-ce que je peux pour vous, 55 ? La pauvreté de mon vocabulaire me découragea. Les mains d'Isabelle tremblaient, elles ajustaient un corselet de mousseline sur l'étoffe de ma chemise de nuit. Les mains avaient les tremblements d'avidité des maniaques. Elle se dressa dans le lit. Elle força ma taille. Isabelle frottait sa joue à la mienne, elle racontait une histoire réconfortante avec sa joue. Elle abattit ses mains sur mon buste, nous écoutions les miaulements d'une chatte dans la cour d'honneur. Évidemment. Attention sensorielle réelle, ironie absolue. Les doigts d'Isabelle s'ouvrirent, se refermèrent en boutons de pâquerette, sortirent les seins des limbes et des roseurs. Je naissais au printemps avec le babil du lilas sous ma peau. Venez, venez encore, dis-je. Isabelle flatta ma hanche, ma chair caressée se faisait caresse. Ma hanche que l'on flattait irradiait dans mes jambes droguées, dans mes chevilles molles. On me torturait menu dans mon ventre. Je ne peux plus. Nous avons attendu, nous avons épié les ténèbres aux aguets. Je la pris dans mes bras, mais je ne la serrai pas à mon gré dans le lit étroit, mais je ne l'incrustai pas en moi. Une petite fille brusque se dégagea. Je veux. Je voudrais ce qu'elle voudra si les pieuvres paresseuses me quittent, si dans mes membres cesse le glissement des étoiles filantes. J'attends un déluge de pierre. Revenez. Vous ne m'aidez pas, dit Isabelle. La main avança sous l'étoffe. J'écoutais la fraîcheur de sa main.
Elle écoutait la chaleur de ma peau. Le doigt s'aventura où les fesses se touchent. Il entra dans la rainure, il en sortit. Isabelle caressa les 2 fesses en même temps avec une main. Mes genoux, mes pieds, pourrissaient. C'est trop. Je vous dis que c'est trop. Isabelle, indifférente, flattait vite et longtemps. On me tenaillait, on m'épissait. Isabelle tomba sur moi. Êtes-vous bien ? Oui, dis-je, insatisfaite. Elle glissa dans le lit, elle mit sa joue sur mon ventre, elle écouta son enfant, puisque c'était là que mon cœur battait. Je tendis le bras, je retrouvai son visage, sa bouche, sa chevelure loin de la mienne. J'eus une misère tranquille dans le corps. Revenez, je suis seule. Le poids de la tête qui glissait dans mon aine m'effraya. Elle revenait, elle me proposait un baiser avec ses lèvres sages sur les miennes. Isabelle se faisait les griffes dans l'étoffe sur ma toison. Elle entrait, elle sortait. Quoique n'entrant pas et ne sortant pas, elle berçait mon aine, ses doigts, l'étoffe, le temps. Vous êtes bien ? Oui, dit Isabelle. La politesse me déplut. Oui, Isabelle. Isabelle persévéra autrement avec un doigt monotone sur une seule lèvre. Mon corps prenait la lumière du doigt comme le sable prend l'eau. Plus tard, dit-elle dans mon cou. Vous voulez que je parte maintenant ou il faut que j'aille dans mon box ? Il le faut, vous voulez que nous nous séparions ? Oui, il a eu gros temps près de mon cœur. C'est trop tôt, voyons. Pensez à ce soir, pensez aux autres soirs, vous n'êtes pas fatigué, mais tout à l'heure. Vous le serez, dit Isabelle. Je me levai, je braquai ma lampe, je léchai mes lèvres, mais je ne retrouvai pas le sel des lèvres d'Isabelle, etc. Bon. On est évidemment dans quelque chose qui est plus qu'explicite et qui va être particulièrement fort à de nombreux moments du livre, et avec ici donc le désir absolu, mais également donc les intensités amoureuses, ça va pas, ça joint pas, même à un niveau, voilà ce que je disais sur l'espèce de parataxe, donc les espèces de coupures dans les liens, ça se joue, moi ça m'amène même parfois à avoir raté quelques étapes, où je sens que ça va vite, quoi, ça va super vite. Je voudrais signaler ici, donc il n'est pas attrapable, on a le regard féminin d'Iris Bray. Est-ce qu'on est ici dans une forme de female gaze ? Je crois que oui, qu'on est vraiment dans le partage de l'expérience sensible. Est-ce qu'on serait dans un tender gaze ? Pas tout à fait. J'y vois quand même des différences. Dire que le partage de l'expérience n'est pas forcément l'expérience sexuelle réciproque. Dans cette scène-là, je dirais que oui, et encore. Et on voit aussi les notations ironiques, discordantes, qui se relèvent de temps à autre pour montrer cette espèce de formation au plaisir, au désir, qui n'est pas une propédeutique, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'ensemble global et divulgachage total, on commence donc par Thérèse et Isabelle, cette espèce de récit qui va être complètement détaché de la suite et qui va donner une espèce de passion absolue, avec tout de même aussi des éclats, des choses. L'absolu n'est pas le bonheur, la perfection, la complétude, mais il y a quand même une espèce d'absolu qui va se passer ici, nous nous détachions. L'absolu, c'est qui se détache des voies ordinaires et qui passe par cette espèce d'intensité où tout de même le désir et l'amour se joignent, ce qui est nettement moins le cas dans la suite du texte. Et c'est en cela, me semble-t-il, que Thérèse et Isabelle font d'une matrice, évidemment, en termes de moments d'émancipation, mais qui est contrecarré par la décision maternelle de retirer Thérèse du collège ensuite. Donc l'histoire s'arrête, et elle s'arrêtera complètement, et elle va être comme recherchée à nouveau, mais sans que non plus que ce soit au premier plan. Ce qui est au premier plan, c'est des choses se passent. Avec notamment toute une accélération de 3 années sur une solitude avant que Marc revienne. Donc on va passer de ça à la scène à la rencontre de Marc et toute une histoire. Alors avec Cécile d'abord, puis avec Marc, qu'elle va épouser et dont elle va divorcer. Et ça c'est très intéressant et c'est aussi un peu perturbant. Bon, ça correspond à la vie de Viollet-le-Duc, mais ça va amener des complications pour parler complètement de lesbianisme et en même temps, là ça c'est 100% lesbien, hein. Là il y a zéro doute, hein. Mais sur est-ce que le regard de la narratrice est lesbien par exemple, oui et non, mais moi je dirais qu'il est en fait dénué de toute théorisation, non pas qu'elle est bête, hein, mais elle est dans cette espèce de brutalité du sentiment et de la sensation avant tout, et je ne sais pas quels sont les moments sentiments, quels moments sont sensations. En tout cas, on a cette espèce de trajectoire de soi à soi dans la qui
qui va vers la solitude en passant par ces expériences extrêmement fortes qui globalement ont à peu près toutes été censurées d'une façon ou d'une autre, y compris la scène finale abominable de l'avortement et du retour à la mer à nouveau quittée. Et ça, c'est... Voilà, ça amène un arc narratif par des abîmes. Et par, évidemment, des mises en abîme, mais déjà aussi l'entrée dans des abîmes qui sont la dépossession, la perte de soi, la perte de l'autre, la peur de l'abandon. Des émotions extrêmement fortes qui sont traduites en corps. Et je trouve particulièrement fort et marquant cette espèce de plongée avec qui fonctionne en termes de partage. Voilà, là on le voit, alors est-ce qu'on est dans du porno? Il y a des métaphores, c'est pas du porno, etc. Bon, moi je suis mal placée pour parler de ça. Il y a là sur une étagère le discours pornographique de Marianne Pavot qui pourrait permettre d'en parler davantage, mais je l'ai pas fini. Mais je sais que c'est un livre important, donc je le signale en passant. Voilà. Là, moi, je voudrais juste laisser ces questions en suspens. Alors, qu'est-ce qui va se passer en les lisant? Honnêtement, moi, je n'ai pas été étonnée que ces passages-là aient été coupés. Je suis même, en fait, encore étonnée de ce qui a été publié par Gallimard en 1955, en me disant, mais ça reste tellement explosif, en fait, comme texte. Et en même temps, c'est vrai, si on reprend... Voilà, donc cette espèce de volonté de décrire et de décrire absolument, là j'ai oublié la citation de Leduc qui doit être dans une des préfaces au moins. Le début supprimé, la suite n'aura pas de poids, Thérèse manquera de pesanteur. Et effectivement, on comprend d'autant mieux par la suppression du début, enfin, avec la restitution du début, pardon, comment le début, il est déjà une émancipation de la mère, et comment cette émancipation va se rejouer en permanence, et que cette émancipation, elle rejoue et s'émancipe en même temps d'Isabelle. Et de l'initiation à Isabelle en la recherchant et en s'en détachant en permanence. Et donc, Ravage amputé, avec une espèce de consubstantialité énorme entre l'autrice et son livre, cette consubstantialité, elle est celle entre la narratrice, sa voix et son corps. Et ça, c'est absolument permanent. Alors, est-ce qu'il faudrait pour autant ramener le texte tout entier aux écritures minoritaires, amenées uniquement comme c'est un texte lesbien, par exemple? Eh bien, moi, je pense que c'est très important que ce soit un texte éminemment lesbien, profondément lesbien, exclusivement lesbien, je ne suis pas sûre. Et en tout cas, c'est un texte qui va être profondément littéraire. Alors évidemment, pour les expériences du corps, comme le dit Camille Froide-Vaumétry dans sa préface, c'est clairement pas, à mon avis, un texte à rôle modèle, parce que franchement, c'est quand même pas très fun, ce qui se passe en termes de... Je parlais d'abîme, mais voilà, c'est Ravages, qui vont aussi amener à une émancipation par l'abîme et par le fait d'être abîmé, et de s'abîmer dans le même temps dans l'autre. Mais il y a quelque chose dans l'intensité, on a vu qu'elle se situe à tous les niveaux en même temps, qui va en faire, à mon avis, un absolu littéraire amoureux, un genre de sujet détaché lui aussi, un genre de sujet lyrique d'une érotique, bien sûr lesbienne, mais pas, voilà, je pense pas exclusivement lesbienne, mais une espèce du J/E du corps lesbien de Wittig, un sujet littéraire, profondément littéraire, ou un sujet textuel qui porte un sujet littéraire dans le même temps. Je crois que c'est ça qui est en train de se passer, qui se passe quand on lit Ravage, et que ce sujet, il se construit depuis son début, depuis cette narration sur voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est raconté, qu'est-ce que de ce jeu hop détaché qui s'en va, qui revient et qui repart, et qui va se rechercher en permanence. Alors est-ce qu'on reprendrait pas l'exquipit à la fin? Voilà, c'est ça.
Je veux me lever pour courir dans ma chambre. Et donc là, on est encore dans un passage qui est caviardé, mais par petites bribes. Il faut d'abord réapprendre à marcher, dit ma mère. Tu veux tout de suite? Je ne veux que cela. Ma mère me vêtit de ma robe de chambre, elle m'aida à me lever, le sol se dérobait. Donc là, voilà, là on se rappelle hein, les jambes qui pourrissaient, donc là, toutes ces correspondances entre les reines qui vont permettre de dire quelque chose de l'intensité, parce que ce qui a l'air d'être une forme de régression jusqu'au végétal, dit la dépossession de soi et l'aliénation amoureuse, en fait. Tout en disant, évidemment, la sensation. Appuie-toi sur ta mère, tu en auras encore besoin pendant quelques jours, dit-elle. Je m'appuyai sur elle, une infirmière entr'ouvrit la porte, c'était la directrice. Notre ressuscité qui se promène. On se rappelle Pâques, du préambule. Dit-elle avec gentillesse, ne refermez pas, nous partons dans le couloir, dit ma mère. Le sol se dérobait de moins en moins, ma mère leva le col de ma robe de chambre. Maintenant, viens, dit-elle, ma mère m'entraîna avec fièvre dans le couloir, elle avait un but, où m'amènes-tu, tu vas voir. Elle me soulevait de terre, je volais, j'étais guérie, nous dépassâmes les portes des malades, la clinique bien proprette se reposait à 10 heures du matin. Ma mère me poussa en avant, je me retrouvai devant un miroir. Ta petite taille, tu as retrouvé ta petite taille, dit-elle. Pour la première fois, ces paroles n'avaient pas de résonance en moi, j'étais seule, enfin seule. On va juste commenter ça. Donc on a le moment d'appui par la mère qui ramène bon, ben voilà, la petite taille parce qu'on est sur une fin de grossesse. Et moi je vois aussi évidemment le discours grossophobe maternelle éventuellement. Et qui fait d'une victoire ce qui pourrait être une défaite. Mais surtout qui va imposer un regard sur soi avec le commentaire maternel. Et de ce regard et de ce commentaire, le détachement est total et on a le enfin seul qui là va effectivement marquer l'autonomie en faisant cet effet de boucle. Et donc ce roman de formation, il peut à ce moment-là profondément se détacher de la mère, mais évidemment sous l'égide de Simone, ce qui est bien sûr éminemment paradoxal. Alors j'ai pu dire, j'ai moins aimé, mais ça c'est sûr que c'est moins dans... Je sais pas si c'est dans mon caractère, ou en tout cas dans mes idéaux, les passages d'impossible rupture, en gros. Mais je pense qu'ils font partie de ces étapes comme il y a des odyssées, comme des ravages, qui sont aussi de ces moments de ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Et on se rappelle que la chanson Brel, elle est là quand même pour se foutre de la gueule du type qui prend la parole. Il me semble. C'est un roman évidemment splendide, une expérience très étonnante que de le lire. Moi, en entier, de A à Z, pour la première fois, en ne l'ayant pas lu avant. Donc c'est l'immense chance que nous avons de pouvoir approcher de ce qu'a voulu faire Violette-le-Duc dans les années 50, et qui est si intense et inouï que nous n'aurons jamais la totalité du texte. Mais un grand merci pour avoir déjà cette brèche vers un abîme. Je vous dis à bientôt.